Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc on se retrouve cette fois-ci comme vous le voyez avec notre ami Maniac Mansion sur la NES, un jeu voilà adapté par Jaleco. C'est un jeu à l'époque qui fait une bonne impression sur les ordi d'époque avec l'Atari ST, l'Amiga. Alors il faut dire que ce jeu-là, quand il sort sur nos ordi, c'est un point and click. Et quand il est adapté sur la NES, on a quelques réticences à se dire comment ils vont faire pour pouvoir adapter ce titre-là sur une console de salon en jouant avec la manette. Alors vous voyez, voilà que ce jeu-là, il a été mis en valeur sur la NES de la même manière qu'il a été fait sur la version ordinateur qu'on a pu avoir par le passé. Alors là, je vais vous présenter voilà, quelques jeux que j'ai joués sur la NES à l'époque. Ça fait partie de mes jeux préférés sur la NES. C'est pas une histoire de jeu de cœur ou quoi, et j'ai beaucoup de jeux que j'ai adorés sur la NES. Celui-là, il a été extrêmement bien réussi. J'avais la version Atari ST qui, je trouve, manquait par moment en fait d'immersion, parce que les petites musiques qu'on nous a rajoutées sur la NES, elles y sont pas forcément toutes sur Atari ST où c'est une version beaucoup plus lisse. Alors, faut dire que l'aventure, c'est un jeu à l'époque qui est un peu inspiré, enfin beaucoup inspiré des films de science-fiction, des films des années 80. Tout ce qui est référence aux invasions aliens, le blob, et puis également vous avez la maison qui ressemble un peu à la maison de Psychose, voilà, d'Alfred Hitchcock. Vous avez des personnages qui vont être mis en valeur dans cette aventure, qui sortent tout droit voilà, des films d'horreur fantastiques. Alors c'est vrai que sur Atari ST ou Amiga par exemple, on a plus une atmosphère, on va dire, pas lugubre, mais le fait qu'il n'y ait pas de musique dans le jeu quand vous jouez, ça vous donne en fait le sentiment d'être un peu, comment dire, une personne qui rentre dans une maison sans avoir eu l'autorisation, alors que là, après que la météorite se soit écrasée au loin, et qu'on fasse notre petite enquête dans la maison, on ouvre les portes, on cherche des clés, etc. Sur la version NES, c'est plus familial. Il y a eu quelques points de censure qui ont été enlevés, je crois, par rapport à la version ordinateur, pour un public plus familial. Alors, ce qui est bien sur la version cartouche, et oui, c'est premièrement les temps de chargement. On n'a pas les disquettes qui font que voilà, vous allez attendre entre chaque pièce. Là, ça va extrêmement vite. Le déplacement de la souris avec la flèche se fait extrêmement rapidement avec la manette. On a toutes les options comme sur l'ordinateur qui sont présentes dans le jeu. On a le choix de jouer avec aussi plusieurs personnages comme sur la version ordinateur. Alors si moi j'ai un jeu d'aventure à vous conseiller sur la NES qui a été extrêmement bien réussi, c'est le jeu de Lucasfilm, Maniac Mansion. Moi j'aurais aimé qu'il y ait une adaptation par exemple de Secret of Monkey Island ou Les Voyageurs du Temps ou Opération Stealth de Delphine Software, tous ces jeux-là. Je pense que ces jeux étaient beaucoup plus compliqués à être réalisés sur la NES, même si là vous voyez que ce titre-là, je crois qu'il a, je suis pas certain, mais je crois qu'il a été fait également sur, je crois qu'il a été fait sur Commodore 64. Pour vous dire à quel point ce jeu, voilà, il a été possible de le faire sur d'autres versions plus, on va dire, avec des capacités moindres que l'Atari ST ou l'Amiga. La NES, la version cartouche se prête facilement en fait à l'adaptation. Alors, vous avez moins de détails à l'image, faut pas se mentir. Vous avez des couleurs moins belles que sur l'Atari ST. Mais voilà, l'action est un peu plus rapide. Alors, quand vous connaissez la solution et l'aventure, c'est un jeu qui se termine assez rapidement. Mais voilà, quand vous êtes une personne qui découvre le titre, vous avez une aventure assez longue, assez compliquée, rechercher des clés, trouver des objets pour les donner à un tel. Vous rencontrez, voilà, il y a la suite également qui est sortie plus tard sur ordinateur, PC,
en CD-ROM, Day of the Tentacle, comme vous connaissez tous, qui est la suite de Maniac Mansion. Où au final la météorite qui s'écrase, ce sont les extraterrestres qui arrivent et qui s'emparent de la maison. Et là vous avez les occupants qui ont tous disparu. Voilà. On a la fameuse histoire du savant fou qui habite cette maison là également. Enfin, je vous spoile pas sur l'aventure. Il y a une référence ici à Retour vers le futur, comme vous voyez, avec des grosses enceintes énormes. Il y a plein de petits clichés comme ça, dédicaces à la science-fiction des années 80. C'est assez amusant. C'est un jeu qu'il vous faut posséder sur la NES si vous l'avez pas fait. Et surtout le faire. Voilà, c'est ça le plus important. Alors voilà, il y a un autre titre que j'avais adoré sur la NES, tellement j'avais adoré y jouer chez un pote à l'époque qui l'avait sur la NES. Moi j'ai jamais eu une NES avant très longtemps, j'ai toujours joué chez des amis. Nous on avait la Master System. Et voilà, quand j'avais découvert ce titre-là chez un copain du collège, j'avais adoré, surtout que Gremlins 2 au cinéma quand il sort en même temps pratiquement. C'est un film que j'avais été voir et on avait bien apprécié, même si voilà, il était un peu plus loufoque que Gremlins 1 qui était un peu plus fantastique, dramatique, horreur on va dire. Et ce Gremlins 2, voilà, que vous connaissez tous sur la NES, ils ont fait un superbe artwork je trouve par rapport à ce qui est fait d'habitude sur la NES. Pour vous dire, ce jeu là qui est largement accessible encore aujourd'hui pour les gens qui veulent l'avoir en boîte, etc. pour leur collection. C'est un jeu, voilà, qui mêle, comment dire, l'adresse, la plateforme, un tout petit peu de réflexion. Il y a, si on peut comparer un tout petit peu avec d'autres jeux faits sur la NES, il y a New Ghostbusters 2 qui est un peu dans le même genre, même si New Ghostbusters 2 il est largement plus dans la réflexion et dans la stratégie. Là c'est quand même de l'action, de la plateforme et puis de l'adresse au niveau des skills pour avancer dans l'aventure. Alors ça c'est un jeu que j'ai terminé avec un peu de difficulté à l'époque quand j'avais 11-12 ans. C'est des jeux qui sont pas faciles, faut pas se mentir, quand vous êtes très très jeune. On y joue pendant un petit moment, voilà. On m'avait prêté la NES, on avait échangé la Master System et la NES. Il m'avait prêté sa NES, un ami à moi, il m'avait prêté plein de bons jeux, comme les jeux que je vais vous montrer après. Et ce titre-là, j'avais tellement adoré que je l'avais acheté sur Game Boy. Et quand j'y joue sur Game Boy, j'ai fait... c'est pas le même jeu. Et j'avais encore une fois acheté, voilà, quand vous avez 12-13 ans, vous achetez des jeux à la jaquette, voilà, c'est toujours la même histoire. Mais ce jeu-là, voilà, moi j'avais adoré sur la NES. Et sur Game Boy, j'étais un peu déçu de ne pas retrouver les mêmes niveaux, la même action. Et sur Game Boy, pareil. C'est un jeu, je pense que sur Game Boy, je vous ferai un gameplay. Parce que ce jeu-là, j'y ai tellement joué, mais tellement joué sur la Game Boy, que je pense être largement capable de le refaire aujourd'hui. Parce que quand t'es gamin, tu as 2-3 jeux par an. J'avais Double Dragon 1, j'avais Gargoyle's Quest et j'avais Gremlins 2 et Super Mario Land. J'avais 4 jeux, voilà, pendant presque plus de 6 mois. Ces jeux-là, je les ai fait en vacances, dans la voiture, chez les grands-parents, dans les... Enfin bon, quand tu rentres de l'école, tu joues. Quand tu vas à l'école, tu joues avec. Parce que la Game Boy, on l'amenait au collège, dans le cartable. C'est-à-dire sac à dos. D'où le sac à dos man. Et on a amené dans le cartable la Game Boy, on jouait avec, avant les cours, à la récré, etc. On n'avait pas peur de l'amener. À un moment ça a été interdit la Game Boy après, mais pour vous dire la version NES, pour revenir sur la version NES, c'est vrai que je vous fais des anecdotes autour de la Game Boy, mais la version NES, voilà, moi j'avais adoré les petites séquences cinématiques entre les niveaux, extrêmement bien foutues. Ce sont simplement des images en fait qui prennent pas beaucoup de mémoire, parce que ce sont des animations qui sont en loop à chaque fois et qui réapparaissent sans être chargées avec
des animations extrêmement fournies à l'écran. Il y a la même chose dans Batman, il y a la même chose dans d'autres jeux comme ceux adaptés du cinéma où ils ont mis des petites séquences à chaque fois comme ça avec 5-6 frames au niveau de l'image qui se répètent. C'est assez bien foutu. Et puis ça a de l'intérêt pour le jeu parce qu'au final vous êtes plus dans l'immersion que simplement dans le jeu d'action. Et on retrouve les niveaux du film par rapport au début du film avec les bureaux là, de la tour où Gizmo doit s'échapper, le laboratoire, vous retrouvez les monstres également avec l'araignée géante, etc. On peut acheter également voilà, des petits items, de la vie, des petites armes qui disparaissent quand vous mourrez hein, après. Donc là le skill est vraiment important pour terminer ce jeu là en gardant les armes. Façon shoot 'em up, hein, voilà, ça mélange run and gun, action, plateforme et réflexion, où voilà, il faut un peu observer ce qui se passe à l'écran pour passer entre les ennemis. Et si j'ai un jeu à vous conseiller, moi encore une fois, alors c'est vrai que pas mal de gens en ont parlé, ça je pense que je vous ferai un gameplay sur Gremlins 2 sur la NES en le finissant et sur la version Game Boy également, qui reste deux bons jeux. On retrouve les mêmes armes, les mêmes ennemis sur les deux versions, mais deux jeux complètement différents. Donc si vous n'avez pas fait la version Game Boy, attention, le jeu est un peu plus difficile et pas du tout de la même trempe. Il est un peu moins bien, faut pas se mentir. Mais là, très bonne surprise Gremlins 2. On était habitué à des jeux très moyens, mais vraiment très moyens hein, sur la NES au niveau de l'adaptation cinématographique. Là, le jeu est excellent. Alors, celui-là, ce jeu-là, Off-Road, Super Off-Road, qui encore une fois, hein, c'est encore une fois un jeu qui est issu de l'Amiga, de l'Atari ST et d'autres ordinateurs. C'est un jeu qui est vraiment exceptionnel, extrêmement simple. Ils ont fait également plus tard une version avec du NASCAR comme les buggy. Et ce jeu-là qui sort en Europe sur la NES, c'est un must. Il faut absolument le posséder. On a joué entre plusieurs potes, frères et sœurs, copains, etc. dans les anniversaires chez des amis et quoi. À chaque fois, les gamins qui étaient là, en fait, ils disaient on peut mettre off-road pour jouer, etc. Parce qu'on pouvait jouer premièrement à plusieurs. Mais en plus de ça, tu te donnais des coups de coude en fait sur le canapé, tu pouvais également chambrer les autres. Quand t'as 12-13 ans, en fait, tu t'éclates à jouer à ça. Les filles peuvent jouer, les jeunes, les vieux, tout le monde peut jouer, c'est des jeux familiaux. C'est un party game en fait. Hein. Ce qui a été fait plus tard avec les jeux du côté des Mario Party et tout, c'est inspiré de tous ces jeux multijoueurs des années 80 sortis sur la NES. Et ce jeu présente d'énormes qualités parce qu'il est simple de prise en main. Il y a deux boutons, un bouton pour accélérer, un bouton pour utiliser les turbos. Et vous pouvez également upgrader votre véhicule, racheter des pneus, racheter un moteur, le rendre avec les amortisseurs plus simple pour passer les boss, etc. Le level design il est extrêmement simple, il y a tout le circuit à l'écran, là où sur par exemple la Mega Drive et des jeux comme Micro Machines, c'est catastrophique, faut pas se mentir, attention, c'est pas catastrophique dans le sens où on n'a pas un plaisir de jeu qui devrait être optimal, c'est que on voit le circuit seulement sur une partie, et quand vous jouez à plusieurs, il y en a plein qui tombent dans les trous, etc. Ça ralentit la course, franchement c'est pas intéressant. Micro Machines, ils auraient dû faire un jeu de ce type-là à l'époque, et là je pense qu'ils auraient eu un plus grand succès. Super Off-Road, comme Indie Hit, qui est arrivé un peu plus tard. Ce sont deux bons jeux voilà, que vous pouvez faire sur la NES avec des courses de voiture et jouer avec toute la famille. Et c'est un des jeux voilà, que moi j'ai adoré dans mon expérience de gameplay quand on était au collège entre copains. Tout le monde avait ce jeu-là, avec le jeu que je vais vous présenter juste après.
Alors ce jeu, on va pas le présenter, le surreprésenter une nouvelle fois. Mais Batman, faut dire la vérité, c'est peut-être le meilleur jeu de plateforme sur la NES, avec Castlevania et puis les Megaman. Pour moi, ce jeu-là, quand on m'a prêté cette console NES à l'époque, j'ai passé des heures à jouer à ce titre-là. J'avais pas réussi à le terminer à l'époque. Je crois que c'était autour de l'âge de, je vous dis, de 13-14 ans qu'on avait pu avoir cette NES. Et moi, j'avais été surpris par la qualité du level design. C'est-à-dire que moi, je connaissais les jeux Master System comme Alex Kidd, comme Shinobi. Euh, J'avais joué à Double Dragon également sur la Game Boy enfin, et un peu sur la NES et en arcade aussi. Voilà, en arcade j'avais fait d'autres titres. Hein, on avait joué à. Alors attention, moi Batman j'y joue pas au moment de la sortie. Hein, j'y joue plus tard. Hein, c'est-à-dire on est quand même en 91 ou quelque chose comme ça, 90, 91. J'y ai joué, voilà, j'ai joué à la NES chez un pote qui avait la NES au tout début à la sortie en France, 2 ans plus tôt, où il avait Zelda, il avait donc le Off-Road, mais le Batman, j'y avais jamais joué au moment de sa sortie. Et là, en fait, tu parles même pas de claque graphique ou je ne sais quoi, parce que voilà, quand il joue étant gamin, c'est les jeux actuels, c'est-à-dire t'as pas forcément de référence. Tous les jeux qui arrivent, qui sont arrivés avant, hein, ce que tu as eu sur Amstrad CPC, Commodore 64, les jeux de plateforme, le scrolling, il est saccadé à mort. Les vraies premières consoles qui mettent en valeur tout ce qui est beat'em all, run and gun, c'est bon la PC Engine, mais personne n'a de PC Engine dans mon entourage, hein, personne. Hein. Les consoles à 2000 francs, 2500 francs, vous imaginez que les parents ils vont pas acheter ça. La NES, c'est une console qui coûte déjà moins cher, 890 francs, je crois, quelque chose comme ça, avec Duck Hunt et Mario Bros. Et Mario Bros, en fait, c'est le premier jeu où vous avez un scrolling hyper fluide, extrêmement parfait. Et on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des titres excellentissimes qui arrivent plus tard, mieux que Mario Bros au niveau des détails, des musiques, etc. etc. Enfin, quand t'as 12 ans, t'as pas forcément de référence, hein, je vous le dis. Et même pour vous dire, les parents, quand ils passent dans les supermarchés, regarder les écrans, voir les consoles tourner, parfois ils s'arrêtent en fait sur certains titres, et des jeux comme Batman, qui a une envergure cinématographique à l'époque avec le film de Jack Nicholson, qui sort au cinéma, avec Kim Basinger. Et on a vraiment en fait à l'image, comme vous l'avez vu dans l'introduction, voilà, des personnages extrêmement bien foutus. Vous avez la Batmobile, le Batwing, vous avez les armes de Batman. C'est un des premiers jeux autour de l'univers de Batman, malgré ce qui a été fait sur Atari ST, Commodore, etc. Où vous avez la possibilité d'avoir un jeu de plateforme avec tout l'environnement de Batman. Alors il y a eu Batman the Movie également qui est sorti au cinéma et en jeu vidéo hein, sur Atari ST Amiga qui est pas forcément... Et GX4000, Amstrad CPC, GX4000, tout ça. Enfin vous connaissez également la publicité mensongère d'Amstrad hein, qui avait menti sur le GX4000 en mettant des images de la version Amiga. Et Batman the Movie, c'est un bon jeu, voilà, en disquette, mais il n'a pas l'envergure et la qualité de ce titre-là, hein, sorti sur la NES. Parce que ce jeu-là, de Sunsoft, je sais pas pourquoi Sunsoft en fait, je sais pas ce que vous avez fait les gars, mais vous avez acheté toutes les licences avec des jeux de chauve-souris, c'est un truc de fou quoi. Aerosi Acrobat, y a des jeux sur la Famicom également, il y a des chauves-souris, enfin... Je sais pas, vous êtes des vampires les gars, il y a un studio de vampires les gars. Enfin bref, donc là encore Batman, la chauve-souris, même si ça reste un humain. Très bon jeu, excellent, il y a des ennemis marquants issus de la bande dessinée. Les décors se collent parfaitement à l'univers de Batman the Movie sorti au cinéma. Et on a Jack Nicholson en Joker dans le jeu, on a Kim Basinger qui est représenté également dans les scènes, les interludes entre les niveaux. Le jeu est extrêmement long.
Moi, si je peux comparer ce titre-là au niveau de la qualité, il y a Ninja Gaiden, que vous connaissez, qui est de la même trempe. C'est-à-dire que si vous mettez le sprite de Batman dans Ninja Gaiden, ça peut être, semblable et équivalent au niveau du gameplay et du fun. Même si pour moi, il y a match entre les deux meilleurs jeux du même genre, entre Batman et Ninja Ryukenden 3. Voilà, Ninja Gaiden 3. Pour moi, il y a match parce que il est vraiment excellent. Il y a des gens qui vont mettre peut-être Castlevania 3 dans la sauce, Dracula's Curse. Mais je pense que Batman, par rapport à son identité, et puis le côté marquant du personnage, le charisme, il est peut-être numéro 1 en fait par rapport à ces jeux-là dont je vous parle. Après, il y a des gens voilà, qui sont fanatiques de Castlevania qui vont dire non, l'autre est mieux, etc. Je pense que Batman, au niveau équilibrage, au niveau musical, adaptation cinématographique, et les skills que ça demande, parce qu'il faut changer d'arme pour tuer certains ennemis, on peut pas utiliser la même arme et tirer dans tous les sens, comme dans Ninja Gaiden. Ça, c'est des qualités en fait de réflexion qui demandent voilà, à des jeunes joueurs de passer à autre chose que du Mario Bros et sauter par-dessus des trous et puis rentrer dans des tuyaux. Voilà, vous avez compris. Et il y a un truc également, c'est que les armes différentes que vous avez, elles sont limitées. Et à un moment donné, si vous avez plus d'armes, le skill qui va vous être demandé pour passer certains endroits, ça va être autre chose que simplement sauter à droite à gauche. Voilà, ça va être très compliqué. Et le jeu voilà, se fait pas forcément du premier coup facilement. On n'est pas dans World of Illusion, vous avez très bien compris. On est dans un grand jeu qui aurait mérité, je pense, d'être parmi ceux pour les championnats Nintendo à une époque, même si voilà, il est sorti plus tard. Mais on aurait adoré voilà, faire des compétitions sur Batman, sur la NES, parce que c'est un jeu qui représente exactement l'atmosphère de la NES des années 80 et 90, et qui met en valeur en fait cette console-là avec tout ce qu'il y a de mieux au niveau de la réalisation d'un jeu vidéo avec d'autres titres comme Mario Bros, voilà vous avez compris, ou Zelda qui sont dans un autre genre. Mais Metroid, Batman, ce sont des jeux vraiment excellentissimes. Voilà. On va passer à un autre titre. Alors voilà, le dernier titre dont je vais vous parler, c'est Double Dragon sur la NES. Le premier, parce que pour moi le premier, c'est l'essence un peu de la série, par définition. Et surtout que le 2, voilà, pour moi le 2... il a marqué la fin en fait de mon aventure avec la Game Boy, comme j'ai pu vous le raconter, parce que il m'a décidé à vendre la Game Boy tellement j'avais été déçu. 25 minutes de jeu, je l'ai fini d'une traite sans perdre. Il m'avait extrêmement déçu par rapport pour une suite. Alors c'était pas un mauvais jeu, mais voilà, vous avez compris qu'à l'époque 250 francs pour 25 minutes, voilà, bon, ça fait mal au porte-monnaie quand vous avez cet argent de poche pour Noël par exemple. Double Dragon sur la NES, voilà, les gars, si vous avez un jeu à faire, beat'em all, tout simplement, avec d'autres titres qui sont arrivés sur la Famicom également au Japon, avec les équivalences, on va dire, des jeux qui ont été faits autour de Vigilante, et puis les aventures des lycéens à droite à gauche, voilà, sur la Famicom. Double Dragon sur la NES, qui est sorti en Europe, aux États-Unis, partout, voilà. C'est un grand hit d'arcade, premièrement. Alors, ils ont réduit les sprites, mais le jeu garde toute son authenticité. On a les ennemis, voilà, Abobo et les autres punks à droite à gauche qui arrivent. Au niveau des visages, c'est très cartoonesque, c'est très amusant. Ils ont fait une version Game Boy qui est, on va dire, l'adaptation parfaite de la version NES, avec peut-être voilà, moins de détails, même si le jeu reste très très correct. La version NES, il faut savoir que si vous y jouez encore une fois en 50 Hz sur la version PAL, elle est beaucoup moins rapide que la version d'origine sur la Famicom. C'est pour ça que moi je vous conseille vraiment les gars de faire les jeux sur la Famicom en japonais si vous avez la possibilité d'y jouer, ou sur une NES US parce que les jeux sont dans la vitesse d'origine. Alors pour un beat'em all c'est important, mais c'est encore plus important
pour les shoot'em up aussi, voilà. On a des armes différentes, on a des fouets, on peut ramasser des caisses, les balancer, des tonneaux. On peut tuer les ennemis même si on n'a pas d'armes, ce qui est bien comparé à Batman que je vous ai présenté juste avant, où c'est beaucoup plus difficile de terminer un boss ou certains ennemis si on n'a pas les armes qu'il faut. On a des séquences qui nous rappellent voilà, les films d'action des années 90-80 comme le flic de Beverly Hills ou d'autres jeux, voilà, comme d'autres films pardon, comme The Warriors. L'intérêt voilà, de ce jeu aussi, c'est de faire passer un bon moment aux joueurs, hein, de jouer à plusieurs, avec les deux frères dans le jeu par exemple, de jouer entre amis. C'est un des premiers titres où vous avez la possibilité vraiment de terminer pour les plus jeunes un beat'em all à la maison, parce que les gens qui ont joué à Final Fight, les gens qui ont joué à d'autres jeux d'arcade en mettant des pièces, n'ont jamais passé 30 secondes ou une minute de jeu. Quand t'es extrêmement jeune, c'est impossible. Et là, t'as le plaisir de pouvoir terminer ce jeu-là chez toi, dans ton salon, tranquillement avec ta manette. Et je me souviens que les gamins qui terminaient le jeu disaient « Ah, j'ai fini Double Dragon, ah, j'ai terminé, machin ». Ils étaient extrêmement fiers d'arriver au collège le matin et de raconter leur aventure, parce qu'on pouvait pas, bien sûr, filmer ni enregistrer les vidéos, mis à part si vous aviez un parent riche qui filmait au caméscope hein, votre gameplay. Mais on se racontait nos aventures d'avoir terminé certains titres, dont ce fameux Double Dragon, parce que, je vous dis, hein, tout ce qui était beat'em all, shoot'em up, et également, il y avait quoi, peut-être, pas forcément les courses de voiture, parce que les courses de voiture n'étaient pas très bien faites hein, sur les consoles 16 bits encore, enfin 8 bits et 16 bits non plus, l'arcade était toujours meilleur. Mais on avait une fierté en fait de se dire on a terminé un beat'em all. Alors vous pouvez dire beat'em up, beat'em all, vous avez compris que suivant les continents on dit un peu des choses différentes. Et on a la possibilité voilà, de pouvoir également utiliser les coups de pied sautés, les coups de boule, et ça fait vraiment plaisir à tous les gamins qui, dans la vie réelle, ne peuvent pas faire ça. Ce jeu-là, il arrive avant Street of Rage, hein, bien sûr, donc Street of Rage, pour le moment, c'est pas la référence, et on a le plaisir de jouer avec ce Double Dragon entre amis, et c'est un des jeux qui se vend le plus sur la NES européenne, vous avez compris pourquoi. C'est qu'on peut se défouler, passer un bon moment, le gameplay est pas difficile, facile de prise en main, et le jeu voilà, a une durée de vie respectable, autour de 35 minutes, voilà, pour le terminer sans s'arrêter. Hein. Maintenant, voilà, quand vous êtes novice, hein, vous perdez quelques fois, voilà, et vous recommencez, mais c'est un jeu pour les très jeunes. C'est-à-dire que les gens qui ont tout de suite voilà, 16-17 ans, c'est pas pour eux, c'est beaucoup trop facile. C'est un jeu qui va servir de monnaie d'échange hein, à la revente pour acheter un autre jeu par exemple. Et c'est un des jeux qui, on va dire, qui pendant très longtemps est mis en vente dans les magasins comparé à d'autres titres qui disparaissent rapidement parce qu'ils se vendent pas bien sur la NES. Et on verra ce titre-là rester dans l'histoire de la NES pendant des années et encore aujourd'hui, voilà, les gens le cherchent et l'achètent. Comme le Double Dragon 2 d'ailleurs. Voilà, merci à tous hein, d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt, allez ciao, bye bye.